Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine et je vous propose de découvrir tout de suite les 4 sujets qu'on va traiter aujourd'hui. On va évidemment revenir sur les élections législatives en Italie, on parle de cataclysme électoral, quelles leçons en tirer, faut-il craindre cette montée des populismes en Europe qui semble ne pas devoir s'arrêter? Nous en parlerons, nous parlerons aussi du voyage du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, en Iran. Faut-il décrypter ce déplacement comme une forme de soutien à la diplomatie iranienne? On sait que l'Iran est l'un des alliés les plus fidèles de Bachar el-Assad. Nous demanderons à nos invités leur point de vue. Nous parlerons aussi de ce complot médiatique qui, paraît-il, existe contre Jean-Luc Mélenchon, qui voit des adversaires partout et surtout dans les médias. Est-ce une vue de l'esprit? Est-ce une réalité? Nous en parlerons et puis nous parlerons aussi de la publication des pamphlets antisémites de Céline. On se souvient que le projet de Gallimard de les rééditer avait été ajourné, mais Antoine Gallimard, président de cette maison d'édition, a expliqué ce dimanche à nos confrères du JDD qu'il n'y avait pas renoncé. A-t-il raison? A-t-il tort? Nous nous poserons la question avec nos 4 invités. Bonsoir Denis Jambard. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes écrivain, journaliste, éditeur. Vous avez été le patron de l'Express, le président des éditions du Seuil. Vous êtes éditorialiste à Challenge et à Nice Matin. Et vous êtes l'auteur de Où cours-tu, William, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas une biographie de l'héritier du trône d'Angleterre, mais un roman publié chez Calman Levy. Bonsoir Maurice Safran. Bonsoir. Vous êtes journaliste, cofondateur de Marianne. Vous êtes vous aussi éditorialiste à Challenge. Votre dernier livre, Il faut tout changer, ce sont des entretiens avec Christian Estrosi, paru chez Albin Michel. Bonsoir Erwan Lenan. Bonsoir. Vous êtes consultant en stratégie, maître de conférence à Sciences Po, chroniqueur à l'Opinion. Votre dernier ouvrage, La France des opportunités, toutes les bonnes nouvelles qu'on ne vous dit pas, a été publié aux éditions des Belles Lettres. Et bonsoir Alexandre Devecchio, vous êtes journaliste aux pages débat opinion du Figaro, vous êtes en charge du Figaro Vox, vous êtes le cofondateur du comité Orwell qui regroupe des journalistes souverainistes sous la présidence effective de Natacha Polony. Vous êtes aussi l'auteur des Nouveaux enfants du siècle, publié aux éditions du Cerf. Je vous propose tout de suite de revenir bien sûr sur ce qui est l'actualité de ce week-end, ce coup de tonnerre des élections italiennes. On va revoir tout de suite un petit crowbar qui nous fait le point du dernier état des résultats de ces élections. C'est d'abord un très gros succès pour le mouvement 5 étoiles, ce mouvement qu'on n'arrive pas vraiment à classer et qui en tout cas a fait plus de 30% hier. Il faut aussi parler du résultat de la Ligue, qu'on appelait la Ligue du Nord, ce parti très à droite, voire peut-être d'extrême droite, qui s'appelle maintenant la Ligue et qui a fait campagne contre l'immigration. Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, est allié avec la Ligue, mais il est arrivé derrière. Et puis de la déconfiture du Parti démocrate, qui est le parti socialiste de centre-gauche de Matteo Renzi, dont le score inférieur à 19% est un véritable camouflet. Faut-il s'inquiéter de ces résultats? Est-ce que ça dit quelque chose de l'état de l'Europe? Écoutez d'abord ce qu'en dit Nathalie Loiseau, c'est la ministre des Affaires européennes. Elle était ce matin sur France Info et en fait, pour elle, c'était pas si grave. L'Union européenne, ça n'est pas simplement un marché unique, ça n'est pas simplement des subventions que l'on verse d'un pays vers un autre ou d'une région vers une autre, ce sont des valeurs communes. On oublie que la croissance est revenue en Europe, on oublie que le chômage baisse en Europe, on oublie que les crises que l'Europe a eu à surmonter, elle les a traitées avec une certaine efficacité. Des éléments d'inquiétude semblent supplanter tout cela. Il est clair qu'un certain nombre de partis populistes jouent avec les peurs. Alors le message un peu subliminal de cette déclaration, c'est de dire puisque l'économie européenne va mieux, eh bien les choses vont s'arranger, ça n'est pas si grave. C'est pas exactement la ligne du président de la République. Écoutez, Emmanuel Macron, il faisait un point presse il y a quelques minutes, avec le Premier ministre canadien. Je prends note que dans le monde où nous vivons, on peut défendre des belles idées, mais on ne peut pas les défendre en faisant abstraction de la brutalité du contexte. Et l'Italie a aujourd'hui indéniablement souffert de la pression dans laquelle elle vit depuis des mois, et le contexte de très forte pression migratoire. Nous devons aussi le garder en tête pour ce qui nous concerne. Denis Jambard, faut-il avoir peur des résultats des élections italiennes? Il faut s'en inquiéter parce qu'on ne peut pas les isoler. Il
faut reprendre tout ce qui se passe en Europe centrale au fil des mois et des années. Ce qui s'est passé en Autriche il n'y a pas si longtemps, au mois de décembre dernier, avec une poussée aussi de la droite et de l'extrême droite, ou de la droite extrême au choix. Ce qui s'est passé en Allemagne avec la poussée de l'AfD. On échappe à des élections, à de nouvelles élections en Allemagne, mais tous les sondages montraient que l'extrême droite ou la droite extrême, enfin, il y a plusieurs appellations possibles pour ces partis-là, étaient en train de devenir le troisième parti en Allemagne, voire le second devant le SPD. Et donc, ce qui vient de se passer en Italie confirme ce qui est en train de traverser toute cette Europe de l'Est. Je vous rappelle que Viktor Orban va sans doute gagner aussi ces élections législatives très prochainement. C'est un mouvement de fond. Et que Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle en France. Et que Marine Le Pen a fait près de 11 millions puisque la France n'échappe pas à ça. Et je comprends le visage assez grave du chef de l'État dans le commentaire des élections italiennes. Parce que cet homme qui veut bousculer l'Europe, la modifier, la faire avancer, trouve face à lui un mouvement profond qui est, à mon avis, en effet, lié, comme il l'a dit, à la question migratoire. Maurice Safran, comment est-ce qu'on peut réagir à cette élection, nous, Français ? Le président de la République, de toute façon, ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient de regarder ensemble, c'est qu'il commente les élections italiennes, dont on dira quelques mots, mais il fait aussi un commentaire de politique intérieure. Parce que quand il dit pression migratoire, il faut qu'on en tire nous aussi les leçons, c'est dire clairement à la gauche de son électorat que Gérard Collomb a raison. C'est le message d'Emmanuel Macron est extrêmement clair là. Il est sur l'Italie, mais il est à destination intérieure. La contradiction dans ce que dit Nathalie Loiseau, c'est qu'elle insiste sur les valeurs communes. C'est bien tout le problème. C'est qu'on elles sont en train d'éclater complètement, même dans une situation économique qui est apparemment meilleure, puisque tous les spécialistes nous disent qu'elle est meilleure. Ça doit être vrai, même s'il faut se méfier des spécialistes. Ce qui éclate totalement, c'est les valeurs communes. Et c'est bien ça la vraie question pour l'ensemble des peuples européens. Alors du coup, est-ce que... dans le prolongement de ce que vous disiez, est-ce qu'il faut une forme de raidissement sur la politique d'immigration de la France ? Écoutez cet extrait assez étonnant de Matteo Salvini. C'est le leader de la Ligue du Nord. Et lui, il dit clairement, moi, en matière de politique d'immigration, j'ai un modèle, et ce modèle, c'est Emmanuel Macron. Macron est en train de faire en partie ce que je compte faire. Il dit qu'il n'y a pas de place en France pour les migrants économiques. La France est en train de déplacer sa frontière jusqu'au Niger pour y sélectionner les vrais réfugiés politiques et laisser là-bas ceux qui le doivent. Non, c'est ça la réponse que doit avoir la France pour ne pas être contaminée, entre guillemets, par ce genre de mouvement, c'est d'être beaucoup plus ferme en matière d'immigration ? Oui et non. D'abord, la France, elle est déjà contaminée par ces mouvements. Je ne crois pas que la France soit à part dans la montée d'un populisme en Europe. Le populisme, il monte, comme vous le disiez à l'instant, dans toute l'Europe, je dirais même dans l'ensemble des pays occidentaux. On peut prendre le cas des États-Unis aussi. C'est un mouvement... Derrière le Brexit, il y a ça aussi. Exactement. Donc c'est un mouvement qui est quand même structurel à l'ensemble des pays occidentaux, donc qui affecte la France. La situation de la France, on peut en faire deux lectures. Soit la France est en avance sur les autres pays, elle a trouvé une solution permettant d'établir un gouvernement qui permet d'apporter une réponse à la question populiste en alliant un centre, gauche, centre-droit pour avoir une coalition relativement importante qui mène des réformes. Et l'espoir du gouvernement, c'est que ces réformes vont permettre de résoudre le malaise social. Ou alors, une autre lecture, qui est plutôt la mienne, dire qu'elle est peut-être un peu plus en retard que les autres pays, que la solution économique telle que la porte le gouvernement, qui me semble être bonne, est largement insuffisante, parce qu'on est sur des questions qui ne sont pas économiques. Je crois que l'erreur de Nathalie Loiseau, quand on lui dit aujourd'hui il y a un malaise social, elle répond oui, mais la croissance repart, le chômage baisse. C'est vrai, mais c'est du langage de l'ancien monde. Ça n'est pas l'essentiel de l'inquiétude aujourd'hui, et me semble-t-il, qui nourrit le populisme, parce que ça n'est pas que la pression migratoire qui aujourd'hui interroge. C'est à travers la question migratoire, la question de l'identité. Et là-dessus, à mon sens, le gouvernement ne porte pas de réponse qui soit qui adresse directement ce sujet. C'est pas sûr ce que vous dites. Je sais que c'est ce qui se dit beaucoup en boucle d'ailleurs, à droite comme à gauche, chez les souverainistes, etc. Sauf que les derniers sondages sur les thèmes de préoccupation principaux des Français ne disent absolument pas ça.
Donc, est-ce que, effectivement, toute la question, c'est de savoir si la France a échappé à la vague populiste, je n'aime pas le mot populiste, on aura le temps d'y revenir sans doute, a échappé à cette vague parce qu'il y a eu ce miracle Macron et que c'est un accident de l'histoire, ou elle y a échappé pour d'autres raisons. Mais quand on dit qu'aujourd'hui la question identitaire est au centre des préoccupations des Français, c'est pas aussi évident que ça. On va évidemment demander le point de vue d'Alexandre Devecchio, mais d'abord donner celui des internautes qui, comme d'habitude, interviennent. Hein. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Patrick nous dit qu'il ne faut pas s'étonner du résultat des élections italiennes lorsqu'on voit l'inaction de l'Europe et la détresse de l'Italie face aux problèmes du Proche-Orient. Tandis que Marie nous dit qu'il est temps que les peuples ouvrent les yeux et enlèvent leurs œillères pour voir que nous allons droit dans le mur avec cette Union européenne. Alexandre Devecchio. Oui, je crois que c'est la défaite de l'Europe. Je crois qu'on est en retard, en fait, puisque Matteo Renzi, souvenez-vous, il y a 5 ans, c'était Emmanuel Macron. C'était le nouveau monde, c'était l'homme qui allait rassembler la droite et la gauche, qui était moderne, etc., qui allait faire les réformes libérales européennes. Et 5 ans après, on voit bien qu'il n'échappe pas lui non plus à la vague, on peut l'appeler populiste. Ça me dérange pas, moi je n'y mets pas de connotation péjorative, mais on voit qu'il n'y échappe pas, et je crois que tous les partis politiques traditionnels de droite et de gauche vont faire face à cela. On voit bien qu'élection après élection, finalement, ils fusionnent. C'est le cas aussi en Allemagne avec la grande coalition, mais que ça suffit pas à faire barrage à un autre modèle qui se dessine. Je crois que c'est le monde finalement qu'on nous vendait après la chute du mur de Berlin, le monde de Fukuyama, de la fin de l'histoire, de la mondialisation heureuse, finalement, qui est en crise. Il y a une révolte de l'Occident contre ce monde-là, puisque le scénario ne s'est pas passé comme prévu. À la place de la mondialisation heureuse, on a eu l'identité malheureuse, mais à la place de la prospérité sociale, on a aussi eu la crise économique. Je ne suis pas du tout sûr qu'on en soit sorti, puisqu'il y a des indicateurs qui sont bons, mais pour une certaine catégorie de la population, mais il y a toute une partie de la population, notamment le monde ouvrier, qui a disparu et qui n'a pas finalement les codes de ce nouveau monde ubérisé. Et tout le défi aujourd'hui pour un homme d'État, c'est finalement de rassembler, pour Macron, de rassembler ces deux France, celle qu'on appelle la France périphérique du géographe Christophe Guilluy, qui a subi de plein fouet l'insécurité économique, mais aussi culturelle, et la France qui va bien, qui a plutôt élu Macron. Et ça, c'est le défi partout en Europe, et on voit que partout en Europe, les sociétés sont fracturées. Je voudrais qu'on dise un mot de celui qui est quand même le gagnant de cette élection, puisqu'il a plus de 30% des voix, alors que c'est un parti tout neuf, le mouvement 5 étoiles, alors dirigé par Luigi Di Maio, qui a dit « Moi, je suis prêt, je veux gouverner », sauf qu'on n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'il veut faire. On sait qu'il veut lutter contre la corruption, c'est une très bonne idée, il veut mettre un revenu universel. Est-ce qu'il faut avoir peur de cet homme-là, Maurice Safran, et de ce parti? C'est un mystère, Luigi Di Maio. C'est pour ça que le mot populisme, contrairement à Alexandre, me gêne, parce que dans le mouvement 5 étoiles, il y a des éléments, il y a des partis de programme très à gauche, il y a d'autres partis très nationalistes. On ne sait pas trop s'ils sont pour l'Europe ou contre l'Europe, c'est pas clair du tout. Pour montrer que c'est moins simple chez les populistes, l'ex-Ligue du Nord, Ligue, aujourd'hui, ne conteste plus du tout la place de l'Italie dans l'Union européenne. Donc même chez les populistes, ça bouge beaucoup. Ce qui est clair, c'est que pour moi, 5 étoiles, c'est du dégagisme plus que du populisme. C'est vraiment dire clairement à l'ancien monde politique italien, dont fait partie Renzi, et c'est intéressant pour ce qui peut et va peut-être se passer en France. Renzi était considéré comme totalement neuf il y a 5 ans, totalement ringard aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ces 5 années-là? C'est ça qui est intéressant à comprendre. Est-ce que c'est une sorte de péronisme à l'italienne, Denis Jean-Bart, ce mouvement 5 étoiles? Je ne crois pas, il est assez difficile à saisir. Il est d'ailleurs assez compliqué de comprendre pourquoi ça marche comme ça, parce qu'il y a eu une expérience 5 étoiles dans Rome, et c'est une véritable catastrophe. La mer de Rome, c'est une catastrophe, alors que c'est la première Anne Hidalgo est une espèce de reine du management à côté. Anne Hidalgo, Guillaume Roquette a dit qu'Anne Hidalgo est une espèce de reine. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Alors, en effet, ils ont un programme économique plutôt à gauche. Ils ont fait un virage vers l'Europe. Et ce à quoi on pourrait assister, parce que
pour reprendre le titre d'un grand journal italien, c'est il bordello, c'est-à-dire un bazar d'enfer. Et il n'est pas impossible qu'au fil des jours et des semaines, parce qu'on s'engage quand même dans une crise politique, à mon avis, assez longue, avant de trouver un gouvernement ou de renvoyer les Italiens devant les urnes. Je ne pense pas que les élus d'hier ou d'aujourd'hui aient envie de retourner devant les urnes, devant les électeurs. Mais il n'est pas impossible qu'on ait finalement une jonction entre 5 étoiles et la Ligue, c'est-à-dire ex-Ligue du Nord. Tout ça, ils s'en défendent aujourd'hui parce qu'ils sortent d'élections qui ont été construites sur certaines alliances. La Ligue avec Forza Italia, donc une union des droites et des droites extrêmes. Mais il n'est pas impossible que dans ce désordre général, on voit apparaître quelque chose de complètement nouveau qui pourrait ressembler d'ailleurs à ce qui se passe en Autriche. Parce que finalement, c'est l'Autriche qui a donné le départ de tout ce mouvement-là. Alors, on l'a vu venir de loin en Autriche, mais maintenant, c'est concrétisé. Erwan, non, il faut qu'en France, les Républicains regardent ça, cette alliance possible avec l'extrême droite, comme en Autriche, comme en Italie. Je pense que, mais je me trompe peut-être, il me semble que la situation est plus différente en France pour des raisons de tradition, de séparation assez nette entre l'extrême droite française et la droite parlementaire. Je ne crois pas, honnêtement, que d'un point de vue stratégique, Laurent Wauquiez puisse aller chercher énormément de voix du côté du Front National. Les gens qui votent pour le Front National sont des gens qui me semblent être déçus de l'ensemble des partis. Ce n'est pas qu'une question particulière, que ce soit l'immigration, l'économie, qui les font voter pour le Front National. Ensuite, il est probable que s'il prend des voix sur le Front National, par un discours souverainiste, anti-européen, anti-immigration, anti-concurrence, anti-libéralisme et relativement populiste ou poujadiste, comme il essaie de le tenir depuis un moment, il va perdre sur son centre. Honnêtement, c'est peut-être une stratégie, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure. Je voudrais juste revenir sur un point dont on parlait tout à l'heure, quand je parlais de crise identitaire, pour revenir sur la réaction de Maurice Safran. Pour moi, la crise identitaire, elle est double. Il y a d'un côté la question de l'islam, il y a de l'autre côté la question des inégalités. Et ces deux questions sont le revers de la même pièce, du même sujet, qui est qu'est-ce qui fait nation aujourd'hui ? Quel est le sens du collectif aujourd'hui ? Pierre Manant avait écrit un livre en 2005 sur la raison des nations, disant que dans la mondialisation, effectivement, les nations sont affaiblies, qu'on doit poser de nouvelles définitions de ce que la nation aujourd'hui, parce que c'est ce qui sous-tend la démocratie. Il me semble qu'aujourd'hui, la crise est celle-là, plus qu'économique. Le dernier mot pour les internautes, puisque vous avez voté sur ce sujet, c'est la question du jour du Figaro, dont voici les résultats qui ne sont pas totalement probants, mais ils arrivent, voilà. Êtes-vous inquiet de la montée des populismes en Europe ? C'est plutôt non, même assez clairement non, dans un ordre presque de 2 tiers, 1 tiers. On rappelle que ça n'est pas un sondage, puisque l'échantillon n'est pas représentatif, il est basé sur le volontariat. Un mot, et même un peu plus, du voyage de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, en Iran. Il va rencontrer son homologue Mohammad Javad Zarif, mais aussi le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani. Est-ce que c'est une forme de ralliement à la politique de l'Iran, dont on sait que c'est un allié fidèle de Bachar el-Assad ? Écoutez, parce que c'est sa journée, ce qu'en disait ce matin la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. La France parle à tous les protagonistes extérieurs, tous ceux qui interviennent en Syrie. Le président de la République a encore parlé avec le président turc. Il y a une urgence, tout d'abord pour venir en aide aux populations civiles qui sont martyrisées, et aussi à revenir à des négociations. Il n'y a à l'évidence depuis 7 ans pas de solution militaire en Syrie. Denis Jean-Baron, on pose la question sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. Est-ce que ce voyage de Jean-Yves Le Drian est une bonne idée ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça obéit à une politique claire du chef de l'État qui est de reprendre pied au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, selon le terme qu'on veut utiliser. Et ça tient compte aussi d'une réalité économique. Il ne faut pas oublier qu'en 2016, nos échanges commerciaux ont augmenté de 256% avec l'Iran. Ça fait partie du réalisme macronien, j'ai envie de dire, qu'on a beaucoup profité de cet accord sur le nucléaire à laquelle la France avait largement participé pendant la présidence Obama et qui est aujourd'hui remis en cause. Et je pense que là, Le Drian est vraiment, comme le chef de l'État, sur le fil du rasoir. Il essaie de sauver les meubles à la fois de cet accord et probablement de la montée en puissance de la France du point de vue économique et commercial en Iran.
Et tant pis, Alexandre Devecchio, si ça peut passer pour une forme de ralliement à la position iranienne, qui est un soutien, certes critique, mais soutien quand même à Bachar el-Assad. Oui, je pense que ça fait partie des choses plutôt positives, moi, d'Emmanuel Macron, plutôt surprenantes. Il avait été, pendant la campagne, plutôt droit de l'homiste, et là, il fait un tournant gaulo-mitterrandien qui est plutôt, je pense, dans l'intérêt de la France. Je pense qu'il veut que cet accord entre l'Iran et notamment les États-Unis perdure, et la France a traditionnellement un rôle, finalement, d'intermédiaire ou d'arbitre, et je pense qu'il essaie de faire en sorte qu'elle retrouve ce statut d'arbitre qui faisait sa force. Ça avait été abandonné par Sarkozy puis par François Hollande. Il revient finalement à ce qu'étaient les fondamentaux de la politique étrangère française. C'est plutôt une bonne chose. Sur Twitter, vous êtes pour l'instant 68% à considérer que ce voyage est une bonne chose. Maurice Lafont, on se souvient qu'il y a eu des mouvements de protestation démocratiques contre le pouvoir iranien, notamment sur la pression religieuse. En faisant ce voyage, Jean-Yves Le Drian cautionne en quelque sorte le pouvoir, tant pis. Non, mais moi j'ai l'habitude de lire les bons éditorialistes de politique étrangère, notamment ceux de cette maison. Ça fait des années, ça fait maintenant 2 quinquennats, celui de François Hollande et avant celui de Nicolas Sarkozy, où les mêmes nous ont expliqué que la politique de la France alignée sur les néoconservateurs américains, parce que c'est pas simple, ce qu'on nous expliquait, y compris dans le Figaro, c'est que ce n'était pas aligné sur les Américains, c'était aligné sur les néoconservateurs américains. À la surprise d'Alexandre, le président de la République sort de cet alignement, donc retrouve pied en Iran, explique que Bachar, c'est le pire du pire, mais qu'il n'y a pas le choix, il faut travailler avec lui, etc. Donc c'est le réalisme mitterrando-gaulliste qui est revenu. J'ai l'impression que même à l'échelle d'un sondage particulier comme le nôtre, les Français en sont plutôt satisfaits. Et Roland, vous aussi ? Vous êtes plutôt satisfait ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les compétences pour juger, mais il me semble qu'effectivement, ça s'inscrit parfaitement dans la politique du président de la République, qui est d'être, je ne sais pas si réaliste est le bon mot, mais en tout cas de ne voir que les intérêts de la France comme prisme pour définir sa politique étrangère. Et donc, s'il estime qu'il est dans l'intérêt de la France de parler avec l'Iran, quitte à mettre les manifestations démocratiques de côté, ben, il le fait. Ma seule correction, en tout cas, ma seule nuance serait juste que je ne pense pas que non plus les néoconservateurs américains ou les précédents avaient l'impression d'œuvrer contre l'intérêt de la France. Ils pensaient qu'en qu'en intervenant et en œuvrant en faveur de la démocratie de manière volontariste, ça allait servir la France. Je pense que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron a un côté plus cynique sans que ce soit un jugement de valeur, mais en tout cas, il estime que c'est plus efficace et ça s'inscrit tout à fait dans sa politique. Ouais. Denis Jambard, l'une des leçons de ce drame syrien, c'est qu'en fait, nous n'interviendrons plus comme nous avons pu le faire dans le passé, militairement, en Afghanistan, en Irak. J'ai vécu, vous savez, cette affaire de manière très particulière parce que je faisais partie des très rares personnes qui défendaient l'intervention américaine en Irak. Je me suis trompé sur le résultat final. Une grande discussion avec Chirac en lui disant « Vous n'avez pas le droit d'abandonner les Américains tout seuls, ils font que des bêtises ». Ce qui est vrai, parce qu'ils n'auraient pas dissous l'armée irakienne, peut-être qu'on n'en serait pas là, on n'aurait pas fait fabriquer 500 000 djihadistes. Mais j'ai été très surpris pendant la période Hollande, si vous voulez, de voir tous ces gens qui étaient très, très, très hostiles à l'Irak tirer la conclusion qu'il fallait intervenir en Syrie. J'aurais produit à peu près les mêmes effets, une catastrophe. Et du coup, moi, j'étais fort de l'expérience précédente, même si je pense qu'on aurait pu faire différemment. Une Europe unie pesant sur les États-Unis aurait peut-être évité les erreurs américaines en Irak. Eh bien, j'étais contre l'intervention en Syrie, et je pense là que Emmanuel Macron a fait le bon choix. Et pourtant, il a dit, Alexandre Devecchio, s'il y a des preuves d'une intervention avec des armes chimiques, il faudra intervenir. À votre avis, ça s'est oublié, on ne le fera pas? À mon avis, c'est oublié. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas faire de déclarations tonitruantes comme ça. Obama avait fait la même chose. Il avait été obligé de revenir en arrière. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Denis Jambard. Si ce n'est que je crois qu'au Quai d'Orsay, ce n'était pas tout à fait les mêmes qui défendaient l'intervention en Syrie. Je crois qu'il y a eu un changement de génération, justement, après Chirac et l'arrivée d'une génération qui était justement extrêmement néoconservatrice au Quai d'Orsay. Il semblerait qu'on est en train de changer. Je pense que c'est plutôt, encore une fois, une bonne chose. Je m'en réjouis.
Eh bien, il semblerait qu'il y ait consensus sur ce plateau, ce qui n'est pas forcément le but recherché, parce que l'idée d'avoir des points de vue parfois divergents, mais si tel est votre avis, nous le respectons profondément. Un internaute sur le Figaro.fr qui nous dit « On nous refait le coup comme Saddam Hussein ». Apparemment non, c'est justement ce qu'on vient de voir. Et où en est le vote des internautes est-ce que c'est une bonne idée que ce voyage? Eh bien oui, là encore, on est dans une proportion à peu près 2 tiers, 1 tiers. Et tandis que Helmut nous dit sur Twitter, la mauvaise idée, ce serait de blacklister un grand pays tel que l'Iran. Ouais, non, je disais que tout se tient, que quand même les conséquences aussi catastrophiques de l'intervention en Libye, on les paye aussi aujourd'hui avec la question migratoire en Europe. Donc il faut être cohérent en matière de politique. Mais la question de l'Iran est effectivement, l'internaute a raison, une grande question. Y compris en Israël, les stratèges israéliens, il y a une coupure très nette. Il y a une partie des stratèges israéliens qui considèrent tout aussi respectable que les autres et tout aussi sérieux que les autres, qui considèrent que le choix de l'Arabie saoudite plutôt que le choix de l'Iran est un choix absurde et dangereux pour les Israéliens. Donc la question de l'Iran se pose partout, pas seulement pour les Occidentaux. Pour les Américains. Tranché, parce sûr. qu'à ma connaissance, des liens existent, bien souterrains, sûr, mais très discrets. Chez les stratèges israéliens, c'est un vrai débat. Il y a un vrai débat. C'est un vrai débat. Oui. De même qu'il y a un débat sur la réalité de l'hostilité des intentions de l'Iran par rapport à Israël, par rapport à la version historique qui était de remettre en cause jusqu'à l'existence même de l'État d'Israël. Je vous propose de revenir en France. Savez-vous qui a dit, j'ai trouvé ces phrases en exergue d'un éditorial de Maurice Safran, « Nous n'avons pas d'autre adversaire concret que le parti médiatique. La caste médiatique est pourrie jusqu'à la moelle. La presse est la première ennemie de la liberté d'expression, le dernier pouvoir absolu d'essence complotiste. » Eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui considère qu'il y a une sorte de complot médiatique contre lui, non seulement contre sa personne, mais contre son parti, la France Insoumise, mais aussi contre les idées qu'elle défend et que les médias pensent tous la même chose. Écoutez ce que disait l'un des lieutenants du patron de la France Insoumise, Alexis Corbière. Le député de Seine-Saint-Denis était ce matin sur RMC. On a le droit de critiquer la presse, on a le droit d'être en colère, on a le droit de considérer qu'il y a parfois de la part de la presse des comportements qui sont une telle distance d'un mépris des citoyens que ça, à juste raison, nous indigner. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Réforme de la SNCF. Monsieur Bourdin, vous avez l'oreille fine. Trouvez-vous pas normal que tout ce que je vais appeler l'éditocratie, on est soutien à la réforme de la SNCF et développe un discours comme quoi il y aurait un problème, il y aurait le statut des cheminots qui serait favorable. Non mais c'est ça dont on parle. Au bout d'un moment, on se dit mais dans quel pays on vit? Ça me rappelle 2005. Tout le monde était pour le oui au traité constitutionnel. Quand t'étais pour le non, t'étais montré du doigt. Denis Jean-Bart, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de pensée unique dans les médias, non, contre Mélenchon? Je ne vais pas dire le contraire, mais en même temps dire qu'il y a un complot contre Mélenchon, c'est sidérant. Mais les propos de Mélenchon me rappellent ceux du Premier ministre slovaque, il n'y a pas très longtemps, à propos des journalistes qui comparaient à des prostituées, en disant vous faites le même métier. Et ça aboutit à l'assassinat, finalement, d'un journaliste d'investigation de 27 ans. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux, vraiment, de jouer avec la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et que cette attitude de Mélenchon, je le dis ici, est vraiment condamnable. Alexandre Devecchio, vous partagez non, cette sévérité? Je ne serais pas aussi catégorique. En plus, je reconnais tout de même qu'il y a une pensée unique de la presse. Néanmoins, vous sapez comme ça les bases d'un principe fondamental dans notre pays. Non, mais le principe, c'est la liberté d'expression, c'est qu'on a le droit aussi de critiquer. Donc Jean-Luc Mélenchon a le droit de critiquer. Et ça m'amuse parce qu'il emploie l'expression partie des médias. Et c'est Brice Couturier qui, dans une interview au Figaro Vox, avait forgé ce concept. Donc Jean-Luc Mélenchon a des bonnes lectures. Donc, on peut s'amuser quand même de cette emphase de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il a lui-même créé un média il n'y a pas très longtemps, le média, en annonçant qu'il allait tout révolutionner et avec le résultat qu'on sait. Donc il y a un peu des arroseurs arrosés. Après, ce qu'il dit sur le référendum européen de 2005, c'est plutôt juste. Il est anormal qu'il y ait un tel décalage entre les éditorialistes et l'opinion publique. Et là encore, on retrouve la fracture dont on parlait tout à l'heure. Je prends Guillaume comme témoin. J'ai organisé dans l'Express pendant 7 semaines, un débat entre pour et contre ce référendum, la Constitution européenne. On avait à peu près 80% des éditorialistes étaient pour le oui. Et on connaît jusqu'à la dernière seconde. Je confesse que j'ai fait un éditorial pour, mais vraiment sur la pointe de la on connaît le c'était le dernier coup d'épaule.
Maurice Safran. Oui, moi je suis estomaqué par la sortie de Mélenchon parce que il a oublié que l'ensemble des médias, alors toute sensibilité confondue, dans ce journal comme dans les autres, ont encensé, soutenu sa campagne pendant des semaines et des semaines. Le seul vrai orateur. Quelle culture, quel talent, quelle innovation. Depuis Libération jusqu'au Figaro. Tout le monde. Donc qu'aujourd'hui, tout d'un coup... J'exerce mon droit de réserve. Non, mais il n'y a pas de droit de réserve. Je suis lecteur de tout ça. Donc, et c'était juste. Mais à l'époque, il ne s'est pas plaint du soutien unanime de la presse. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une violence absolument incroyable. Il y a les mots de haine. Il faut haïr les journalistes, mais c'est un vocabulaire épouvantable. Quoi qu'on pense, c'est un vocabulaire épouvantable. Et puis, troisièmement, petit sourire, si dans nos journaux respectifs, le patronat maudit se permettait de faire ce que le patronat du fameux média est en train de faire, mais les rédactions seraient en grève partout sur le champ. Donc que ces mêmes gens-là donnent des leçons à et Denis a raison, il y a une pensée unique. J'ai créé avec Jean-François Kahn un journal contre cette pensée unique, donc je suis parfaitement... Mais c'est absolument innommable, cette façon de dire les choses. Alors, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi cette affaire autour du Média. Donc, le Média, c'est une chaîne de télévision sur Internet créée par des proches de Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'a pas de lien organique avec la France Insoumise. Et l'une des présentatrices vedettes, entre guillemets, de ce média a été congédiée à l'issue de sa période d'essai et elle a dénoncé publiquement des méthodes sociales très brutales. Erwan Lenoir, vous êtes un tout petit peu plus peut-être éloigné que nous autres journalistes de ce milieu. Est-ce que vous pensez qu'on a raison d'être un peu comme ça choqué par les déclarations de Mélenchon quand il dit par exemple la haine des médias et de ceux qui les animent est une haine juste, saine? Je crois que vous avez raison, oui. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, comme d'autres, d'ailleurs ce que vous avez dit ici, on a tous le droit et tous raison d'interroger le rôle de la presse. Est-ce qu'elle fait bien son métier? Est-ce qu'elle est engagée? Et le problème, à mon sens, c'est pas qu'elle soit engagée, c'est un certain nombre de titres ou d'articles qui sont engagés sans le reconnaître et qui me posent plus de problème que l'éditorialiste qui, lui, affirme ses opinions et on sait qu'on lit un éditorialiste parce qu'il va donner une opinion. Donc, bon. Par contre, ce qui me semble profondément choquant dans le propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est, comme vous le disiez, c'est sa violence. Et c'est une violence particulière qui fait appel à la théorie du complot, que je trouve extrêmement dangereuse, qui se diffuse assez largement dans la société et particulièrement dans la France insoumise, où ce n'est pas un argument qu'à l'encontre des médias, c'est un argument à l'encontre de l'ensemble du milieu politique, un argument à l'encontre de l'ensemble de la société, qui tend à expliquer le fonctionnement ou le mauvais fonctionnement de leur point de vue de la société française par la théorie du complot. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux. Vous disiez que si les rédacteurs, les patrons du média, les patrons des autres journaux se comportaient comme le fait le patron ou la direction, où je comprends qu'il n'y ait pas vraiment de direction. Ça s'appelle les sociaux chez eux. C'est pareil. C'est un collectif. Ça s'appelle les sociaux. Ça serait la grève de tous les journaux, mais moi j'imagine juste si Laurent Wauquiez avait fait la même déclaration que Jean-Luc Mélenchon, si Madame Le Pen avait fait la même déclaration, si un leader italien, là, des partis, on a vu les petits partis néo-fascistes, faisait les mêmes déclarations. Enfin, Jean-Luc Mélenchon serait le premier à être dans la rue. Si Nicolas Sarkozy avait fait cette déclaration, on aurait une atteinte à la démocratie. Je vais faire l'avocat du diable, mais il a défendu Laurent Wauquiez. Donc, pour le coup, il a été assez cohérent, Jean-Luc Mélenchon, sur ce coup-là. Même s'il dénonce la CIA médiatique, il pourrait aussi dénoncer le Venezuela médiatique de son propre média. Sur Twitter, 76% des internautes nous disent non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas victime d'un complot, tandis que One Shout sur le Figaro.fr nous dit la presse critique les politiques à foison. Pourquoi les politiques ne pourraient pas critiquer la presse de temps en temps? Et c'est vrai, Alexandre Devecchio, que je me disais, les sympathisants de la France Insoumise, qui j'espère nous regardent, ils doivent se dire, les journalistes, ils sont tous d'accord entre eux, ils se protègent. Et en fait, on contribue nous-mêmes peut-être à encore creuser ce fossé entre les vrais gens et les médias. Oui,
c'est des mots. Je suis pour un débat public musclé, où les gens se disent ce qu'ils ont à se dire. J'emploierai peut-être pas les mêmes mots, mais on connaît le style de tribun de Jean-Luc Mélenchon, donc ça me choque pas plus que ça. Mais je pense que il est tellement excessif que ça nuit finalement à la crédibilité de son propos. Mais après, il y a un vrai sujet, sans doute, avec le conformisme des médias. Changeons de terrain, puisqu'on se protège mutuellement les uns. Non, c'est ce que l'internaute dit. Très bien, changeons de terrain. Les quelques phrases de Jean-Luc Mélenchon qui approuvent Laurent Wauquiez de, j'ouvre les guillemets, chasser les traîtres qui sont à côté de lui à LR, mais depuis les staliniens, on n'a jamais rien entendu de tel. Hein. Depuis le PC des années 60, que Denis Jeanbart connaît particulièrement bien, on n'a plus entendu... Non. Vous avez écrit beaucoup sur le sujet. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Beaucoup écrit sur le sujet. Mais depuis les stalles des années 60, on n'a jamais entendu et lu de déclarations de ce type. Mais il a un style... Chasser les traîtres. Il a un style emphatique, mais moi, je ne fais pas dans l'indignation sur les figures de style excessif. Non, mais ça nous ramène à notre premier sujet, à la montée des populismes. C'est-à-dire, ça vient sur un terreau, et notamment ce que vous dites sur le complotisme, etc., qu'on voit partout en Europe. Vous voyez ça en Pologne, vous voyez ça en Hongrie, vous voyez ça en Tchéquie, vous voyez ça en Slovaquie, on voit ça maintenant en Italie. Je veux dire, il me semble que la responsabilité d'un homme politique est aussi de ne pas jouer complètement avec ce type. Et je pense qu'il serait plus sain ça ne veut pas dire qu'il faut pas le critiquer. Parce qu'en lui répondant de manière indignée comme ça, on nourrit ce phénomène. Là, on laisse croire justement aux gens qu'il a raison. Je pense que ça mérite l'indifférence ou ça mérite une critique argumentaire. Je ne suis pas complètement d'accord parce que, évidemment, il ne faut pas surjouer, mais les propos sont tellement violents, on parle quand même d'un responsable politique qui était à un demi-point ou un point, ou à peu près, d'être au second tour de l'élection présidentielle. C'est ce type au pouvoir, comment il se comporte vis-à-vis de la presse. C'est ça qui est extrêmement inquiétant. Avec le média qui est son on peut être très charmant vis-à-vis de la presse et ensuite se comporter très durement. Je pense au président de la République, qui a quand même du mal avec les médias, et lui aussi a plutôt bénéficié de la sympathie des médias pendant la campagne. Donc il faut se méfier. Je préfère les gens qui font des déclarations tonitruantes à ceux qui agissent efficacement avec le sourire. On comprend mieux la politique quand on écoute et qu'on décrypte. Effectivement, pour Jean-Luc Mélenchon, Alain Juppé est un traître. Très bien, c'est ce qu'il dit très clairement. Jean-Luc Mélenchon ou Laurent Wauquiez ? Non, pour Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon explique que Laurent Wauquiez a eu raison de foutre dehors les traîtres. Donc Alain Juppé est un traître. Très bien. Ça explique peut-être la crise à la France Insoumise la semaine dernière. Il y a une députée, Clémentine Autain, qui a osé critiquer sur 1 ou 2 points la stratégie de la France Insoumise, mais c'est un drame. Donc effectivement, il y a la reconstitution, on ne s'y attendait pas, il y a la reconstitution 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, d'un parti stalinien. C'est un vrai fait politique. C'est intéressant. Valentin Pilate, qui suit les réseaux sociaux pour le Figaro.fr sur notre émission, dit qu'il y a énormément de réactions, notamment celle-ci qui est assez révélatrice. Sich et un autre internaute qui sont d'accord en disant on en a marre de voir les médias faire de la propagande pro-Macron et pro-Union européenne. Non mais... Cette critique-là, moi, je l'accepte. C'est pas le sujet, mais Mélenchon a le droit de le dire, ça. Mais pas comme ça. Mais pas comme il le dit. Parce que sa volonté, c'est de discréditer les médias et ça révèle sa pensée profonde, c'est-à-dire prendre le contrôle et les soumettre. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne croit pas à la liberté d'expression, au fond. Je vous propose un autre sujet qui peut-être lui aussi a trait à la liberté d'expression. Antoine Gallimard, le président de la maison d'édition du même nom, a donné ce dimanche une très longue interview à nos confrères du JDD pour reparler d'un sujet extrêmement complexe, celui de l'éventuelle réédition des pamphlets antisémites de Céline. Des livres que tout le monde s'accorde à trouver odieux, mais qu'il faudrait publier selon Antoine Gallimard parce que c'est un élément de l'œuvre, c'est un pan de sa bibliographie.
Et Gallimard dit « J'ai suspendu ce projet à la demande d'un certain nombre de personnalités suite à une polémique qui a eu lieu il y a quelques mois, mais je n'y ai pas renoncé. » Maurice Safran, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Est-ce que vous vous réjouissez ou au contraire, est-ce que vous déplorez de voir ce projet revenir sur le terrain? Pour moi, c'est un problème extrêmement complexe. Les textes, les pamphlets de Céline sont absolument abjects. Est-ce que dans le contexte actuel, quand un certain nombre d'intellectuels considèrent que dans le contexte actuel, c'est compliqué de publier les textes de Céline, on peut comprendre cette argumentation. Quel rôle vont-ils jouer avec ça? En même temps, tout le monde sait qu'on les trouve, que ceux qui veulent les lire ou ceux qui se sentent proches idéologiquement de ces... Donc c'est un jeu quelque part qui est très artificiel. On trouve aujourd'hui les pamphlets. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas les trouver dans une vraie édition, avec un vrai appareil critique, avec des vraies explications? Moi, je ne sais pas ce qu'il faut penser sur cette question-là. Voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Ouais, on vous pose la question sur Twitter, Gallimard a-t-il raison de ne pas renoncer à la publication de ces pamphlets? Denis Jeanbart, je le disais en introduction, vous avez été le président des éditions du Seuil. Est-ce que, patron du Seuil, vous auriez édité ces pamphlets antisémites? La question ne se posait pas puisqu'on n'avait pas les droits. Ouais. Néanmoins, je me trouverai dans cette situation, peut-être que je les publierai, mais l'essentiel, c'est l'appareil critique. Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jeter ça dans la nature, confier ça. C'est vrai que par ailleurs, on peut les trouver sur Internet. Hein. Mais justement, l'œuvre de l'éditeur, précisément, c'est de les contextualiser, de les décrypter, de fournir matière à réflexion là-dessus. Et du coup, je ne suis pas hostile à leur publication. Mais dans ces conditions-là, or, il me semble que dans la parution qui était envisagée, l'appareil critique était beaucoup trop léger. Si Antoine Gallimard décide de les publier avec un appareil critique très important, nécessaire à l'éducation des gens, et qui permet quand même aussi de connaître un peu mieux cet auteur, à la fois dans ce qu'il a d'effroyable et dans ce qu'il a aussi de génial, je suis un admirateur du Voyage au bout de la nuit, je pense qu'il faut le faire. Une réaction du droitiste sur Internet, il nous dit pourquoi ne pas publier ces pamphlets au nom de la liberté? Point d'interrogation. Erwan Ledan, qu'en pensez-vous? Je suis aussi assez partagé. Je pense qu'effectivement, au nom de la liberté, il faut qu'ils puissent être édités. Je ne suis pas en situation de décider d'éditer ou pas, donc je ne sais pas ce que j'aurais fait. Après, je ne suis pas convaincu que grand monde, pardon pour ceux qui aiment la littérature, mais grand monde lise encore Céline dans ce pays, et lise encore moins ces essais antisémites. Le sujet, je pense, effectivement, ça arrive dans un contexte qui est très particulier en France, où aujourd'hui l'antisémitisme est quand même très fort, où il y a des intervenants divers dans le débat public qui, type Dieudonné et autres, qui répandent l'antisémitisme en veux-tu, en voilà. Je ne sais pas si c'est le public de Dieudonné et celui qui a acheté Céline, mais je comprends l'idée qu'au nom de la liberté, on puisse défendre leur publication. Mais après tout, on a bien republié Mein Kampf récemment, donc pourquoi pas, mais je sais pas, ça ne m'enthousiasme pas. Oui, c'est la preuve de la complexité de ce sujet, c'est que voilà, on ne peut pas avoir un avis simple qui serait peut-être simpliste. Jissad Black sur le Figaro.fr nous dit chacun devrait pouvoir lire et étudier n'importe quel ouvrage. Et sur Twitter, vous êtes pour l'instant 69% à considérer que Antoine Gallimard a raison de ne pas renoncer à publier ses écrits antisémites. C'est quand même plus... Moi, grosso modo, je suis sur la ligne de Denis. Oui, il faut les publier avec un appareil critique vraiment solide. Bon, et à peu près tout le monde est sur cette ligne-là. Très bien. Mais c'est ce que Gallimard avait dit dès le départ. Il avait dit il y aura... Je crois qu'il a renoncé à la première édition parce qu'ils ont pris conscience que l'appareil critique n'est sans doute pas suffisant. Mais juste un petit point, Alexandre, après je vous laisse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Alors effectivement, ce n'est pas Céline, le contexte historique, etc. Mais si aujourd'hui quelqu'un publie un livre antisémite, il ne sortira pas, il sera immédiatement retiré par la justice. Donc on est quand même dans une histoire qui est extrêmement compliquée, malgré tout. Ouais. Alors Antoine Gallimard dit dans l'interview que dès le départ, il avait prévu cet appareil critique. Après ça, c'est chacun à son appréciation. C'est vrai, Alexandre Devecchio, pourquoi publier des propos qui aujourd'hui, Maurice Safran le disait, tomberaient sous le coup de la loi ?
D'autant plus que Céline et sa veuve ne voulaient pas qu'il soit publié à l'origine. Elle vient de changer d'avis, peut-être pour des questions financières, mais je crois qu'on est quand même dans un faux débat, puisque la question qui est sous-jacente et les associations qui se sont mobilisées, c'est sur la question de l'antisémitisme. Et je ne crois pas qu'effectivement, aujourd'hui, le public de Dieudonné lit Céline. Donc moi, ce qui m'étonne parfois, c'est le deux poids, deux mesures. L'assassinat de Sarah Halimi, qui ne fait pas une ligne dans les journaux, et de l'autre côté, ces pamphlets de Céline qu'on trouve partout de toute manière sur Internet, qui, à mon avis, n'auront aucune conséquence réelle sur la montée de l'antisémitisme en France. Et là, ça fait un débat médiatique de plusieurs semaines. Donc je crois qu'il y a deux poids, deux mesures. Il faudrait débattre des vraies questions. Et aujourd'hui, l'antisémitisme, il n'est plus seulement d'extrême droite, c'est minoritaire, il est lié à la montée de l'islamisme en France. Et c'est la question dont on devrait débattre aujourd'hui. Mais Denis Jarmard, est-ce qu'on peut admettre qu'on peut publier les pamphlets de Céline et pour autant interdire de concert Dieudonné quand il est reconnu qu'il y a des éléments antisémites dans ses spectacles? Finalement, je n'ai pas de réponse à ça, je suis désolé, mais nous les journalistes, on a des avis sur tout, mais là, je suis incapable de répondre à ça, en effet. Voilà. Moi, j'aurais publié, mais avec un appareil critique. Mais Dieudonné n'est quand même pas Céline, et Céline est consacrée quand même comme un monument de la littérature. Je ne suis pas sûr que Céline s'installera au niveau de Molière dans l'histoire intellectuelle française ou culturelle. Mais Céline, il y a un livre, deux livres absolument hors normes qui ont pesé, non pas simplement dans l'histoire de la littérature française, mais dans l'histoire de la littérature mondiale. Tous les grands écrivains américains de l'après-guerre se sont inspirés de Céline. Donc ça a pesé. Et donc ça n'est pas inintéressant, enfin c'est même passionnant du point de vue intellectuel de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme aussi. Maurice France, on peut avoir des traitements différenciés entre Céline et Dieudonné. Le traitement différencié, il est compliqué. Des intellectuels ou des éditorialistes authentiquement antiracistes, libéraux, n'ont pas approuvé Manuel Valls, Premier ministre, qui a fait interdire les spectacles de Dieudonné. Ils ont considéré, moi je ne suis pas sur leur ligne, mais peu importe, ils ont considéré que c'était contre-productif, et que ils ont une conception américaine de la liberté. Aux États-Unis, il viendrait à l'idée de personne, l'intellectuel le plus à gauche américain, il ne viendrait jamais à l'idée de demander l'interdiction d'un spectacle authentiquement raciste. Ça ne lui viendrait pas à l'idée. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation tout à fait particulière. Alors, est-ce qu'il a été plus efficace d'interdire le spectacle de Dieudonné que l'inverse? Non, c'est une vraie question. C'est une question qui est compliquée, effectivement. Très compliquée. Non, justement, cette position américaine consistant un peu à parier sur l'intelligence des gens en disant vous ferez votre propre idée, mais on sait que la Constitution américaine sanctuarise la liberté d'expression. Vous pensez que c'est plutôt mieux ou qu'un État a le droit de dire ça c'est inacceptable, ça on n'a pas le droit de le dire? Je vais être plus nuancé. Je pense qu'effectivement, moi je suis assez adepte de la solution américaine, le premier amendement qui permet à n'importe qui d'exprimer ce qu'il veut. Et il y a des affaires bien connues en droit qui expliquent pourquoi Yahoo a été condamné en France pour vendre des objets nazis et pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on estime que ça fait partie ça relève du premier amendement. Après, pour rejoindre ce que disait Maurice Safran, les États-Unis ne sont pas la France et la France n'est pas les États-Unis. On a des cultures politiques qui sont différentes. Parfois, je souhaiterais que la France soit plus libérale, mais ce n'est pas le cas. Et donc, notamment, elle n'est pas libérale en économie, elle n'est pas libérale non plus dans son organisation de la société, en tout cas pas autrement que les États-Unis. Voilà. Et en droit français notamment, il y a des troubles, les spectacles peuvent être interdits pour ce qu'il y a des troubles à l'ordre public. Donc, d'un point de vue philosophique ou politique, je sais pas, il y a des divergences entre la France et les États-Unis. Ensuite, pour revenir à la question Céline Dieudonné, Dieudonné a quand même une influence aujourd'hui qui est autrement plus néfaste que celle de Céline dans l'opinion publique, en tout cas dans une partie de l'opinion publique. Et c'est quelqu'un qui est réellement dangereux au quotidien, dans les propos qu'il diffuse, dans l'influence qu'il peut avoir auprès d'une certaine jeunesse. Je ne crois pas que ce soit le cas de Céline. Merci. Pardon. Allez-y. Non, mais ça pose la question du débat intellectuel. Moi, si on laisse Dieudonné s'exprimer, ce serait assez intéressant de voir des gens l'affronter intellectuellement. Et ça,
tout le monde s'y refuse. Et ça renvoie à la possibilité, à ce que prévoient les États-Unis. Peut-être que ça serait peut-être, je n'en sais rien, une meilleure manière de le combattre. Oui, la presse avait été très frileuse à lui donner la parole. Peut-être qu'il aurait fallu le faire pour mieux le combattre. Merci beaucoup. On laisse le dernier mot aux internautes. Vous savez qu'on aime à le faire dans cette émission. Sur le Figaro.fr, l'un de vous dit « Cette affaire craint vraiment pour le pays des droits de l'homme », tandis que le droitiste dit « Il est ignoble d'être antisémite ou autre », j'imagine que ça voudrait dire ou d'un autre racisme, mais il faut faire connaître et faire apprendre. Point de vue, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre et à demain, même heure, même endroit. Les Turcs ont lancé une offensive contre les Kurdes en Syrie. Et l'un des dommages collatéraux de cette offensive, c'est qu'ils se retrouvent face aux Américains, alors que théoriquement, les Turcs et les Américains sont alliés dans l'OTAN. Et pour vous, cet épisode, c'est un peu le symbole du fait que l'OTAN, ça ne sert plus à rien, ou alors c'est absolument plus cohérent. Voilà, c'est une alliance qui avait un fondement, qui était évidemment la défense contre l'ennemi soviétique,